Bonjour Cécile, comment vas-tu? Salut Elisabeth, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir sur mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge Cécile Hazard, qui est une femme au parcours remarquable, aux vies multiples et qui me fait l'honneur et la joie d'inaugurer ce premier interview pour vous. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Cécile, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Je m'appelle Cécile, je suis québéco-normande. J'ai eu comme parcours en effet d'avoir été 17 ans dans un monastère. En fait, j'accompagne des personnes depuis 2001, mais j'ai d'abord fait comme sœur en étant moniale dans un monastère. Et après, tout en étant moniale, je me suis formée en lien avec une formation québécoise. Donc, et j'ai fini même par aller 2 ans à Montréal pour ça, pour apprendre à accompagner en mettant la lumière sur les forces. Et je vous en parlerai par rapport au trauma aussi, pouvoir déprogrammer des choses quand il y a eu des choses difficiles à vivre, par rapport à moi d'abord, puis ensuite pouvoir aider les autres. Et ensuite, en sortant, je voulais continuer à accompagner parce que c'est ce que j'aimais faire, donc je me suis formée au coaching et donc je suis coach depuis 6 ans maintenant. Bon, super, merci beaucoup. Donc effectivement, comme tu l'as commencé à déflorer le thème d'aujourd'hui, effectivement, le thème de mon podcast, ça parle de se déconditionner, de se déprogrammer. Donc, écoute, je t'invite à embarquer et à nous présenter ce qui s'est produit dans ta vie, comment tu as fait, justement, pour enlever des programmes, des déconditionnements et te sortir de ce que tu as pu traverser. Je te laisse la parole, Cécile. Moi, enfant, j'ai vécu des abus sexuels en fait par voilà l'époux d'une cousine de maman. J'ai été souvent dans cette famille-là et ça m'a marqué pendant longtemps. J'en ai pas parlé pendant longtemps aussi. J'en ai parlé seulement pour la première fois quand j'étais au monastère. C'est ma prieure qui a eu cette question pour moi. C'est comme s'il y avait un cri en toi qui sortait pas et ça m'a libéré la parole. Enfin, ça a enlevé comme une pierre de la source qui pouvait pas jaillir, quoi. Et elle m'a vraiment accompagnée en ne prétendant pas elle-même savoir faire les choses, mais en m'envoyant vers des professionnels, quoi. Donc j'ai d'abord vu une psychologue. Au début, je voulais pas, puis en fait, c'était des symptômes qui sont revenus. C'est que quand j'étais enfant, les premiers abus, je vivais de l'hyperventilation, j'avais le souffle coupé, j'arrivais pas à respirer. Et en fait, c'est quand elle m'a dit cette question-là, avant d'avoir conscience de ce dont il fallait que je parle, c'est d'abord mon corps qui a parlé. C'est-à-dire que c'est les symptômes de Eh oui, d'hyperventilisation qui sont venus tout de suite et qui m'ont conduit à dire ah bah oui, c'est de ça dont il faut que je parle, quoi. Ça paraît étrange, mais c'est dans ce sens-là que c'était passé. C'est d'abord le corps qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'en parle. Parce que voilà, comme beaucoup, je vivais de la culpabilité de ne pas avoir réussi à échapper à mon agresseur, d'avoir été victime, c'est pas ce que je voulais, et donc je me sentais coupable de ne pas avoir pu m'échapper, quoi. Et une des premières déprogrammations, ça a été justement grâce à la psy que j'ai vue en premier, la psychiatre que j'ai vue en premier, qui m'a aidé à me représenter. Et vous aviez quel âge? J'avais 8 ans. Et lui, il avait quel âge? Il avait 40 ans. Il était grand? Ah oui, il était grand. Et vous, vous étiez grand? Non, moi j'étais toute petite, je suis toujours la plus petite de ma classe. Et quand tu vois aujourd'hui un enfant de 8 ans, une petite fille de 8 ans, et que tu imagines un homme de 40 ans, qu'est-ce que tu vois? Ah oui, c'est pas la même force et tout ça. Donc moi, ça a été la première chose qui m'a aidé à voir que, ah bah oui, en fait, on n'était pas égaux. Parce que souvent, un enfant, il se voit, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience en tant qu'adulte, mais l'enfant se voit comme une personne à part entière et donc ne voit pas forcément ces questions-là. Enfin, ces questions très objectives, de force aussi, de taille. Et ça a été la première étape de dire, ah oui,
Ah oui, j'ai quand même essayé. De fait, j'ai réussi à quand même échapper au pire parce que je me suis échappée. Mais donc de fait, il y avait quand même une différence de taille, d'emprise aussi parce c'était un adulte sur moi qui était une enfant. Donc des choses comme ça qui m'ont aidé déjà. Ah oui, ok, ça, c'était la première étape déjà de libération et elle m'a beaucoup aidée. Ensuite, bon bah je vais pas pouvoir parler de tout, mais dans les étapes importantes, ça a été justement de vivre une session par cet institut par lequel j'ai été formée à Montréal, mais qui était en France, et où j'ai pu parler des abus. Alors pour le coup, c'était en collectif. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. À l'époque, j'en parlais pas aussi facilement. Et quand j'arrive à la session, je me rends compte qu'on était 15. Alors, il y en avait beaucoup que je connaissais parce que c'était les moines et moniales avec qui j'étais en formation de théologie. Mais c'est pas pareil de parler des abus sexuels vécus enfants et de parler de Ouais, théologie, quoi. bah, c'est Donc, certain. voilà. Et en fait, à la première rencontre, bah, les sujets qui ont été abordés. Alors, enfin, j'ai pu rencontrer personnellement la personne qui accompagnait, et puis parce que j'ai dit, bah, enfin, quand j'ai vu comment c'était, je me dis, bon, il faut quand même que je lui parle personnellement. Donc, on a déjeuné ensemble, et elle m'a dit, écoute, de toute façon, je vais bien sûr pas t'imposer d'en parler, mais tu verras, c'est très libérateur de le faire en groupe, en fait. Il y a quelque chose de très puissant de pouvoir parler de ce que tu as vécu au sein d'un groupe qui est bienveillant, qui était dans un cadre sécuritaire, t'es pas n'importe où. Et du coup, bah, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit, écoute, vois comment ça se passe. Et de fait, les sujets abordés, bah, c'est voilà, des sujets comme la masturbation, comme l'homosexualité, comme deuil de parents, enfin des choses qui étaient voilà, importantes, quoi. C'était pas, je parlais pas de petits trucs. C'était l'affectivité et sexualité, la thématique de la session. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, d'accord, bah, je donne mon nom, puis j'y vais. Et ces 2 heures-là où elle m'a accompagnée en présence des autres, ça a été vraiment clé pour me libérer et déprogrammer quelque chose. C'est-à-dire que je suis passée bah, finalement, voilà, toujours être quand même dans la culpabilité encore, bah, de qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire pour pas avoir à vivre ça. Le focus de la formation, c'est vraiment de mettre en lumière qu'est-ce que tu as fait justement et qu'est-ce que tu voulais. C'est-à-dire que même si tu n'as pas réussi à t'échapper, qu'est-ce que tu voulais? Et de vraiment mettre la lumière, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait? Ah bah j'ai fait ça, ah bah j'ai fait ça. Ah bah... Et donc, cet élément-là, ça m'a fait voir, ah mais oui, j'ai fait des choses. Et en fait, même si si ça n'a pas été plus loin, enfin encore plus loin, c'est parce que j'ai fait des choses et que je me suis protégée. C'est-à-dire qu'après, bah, je suis plus jamais retournée. Au bout de 3 fois, je suis plus jamais retournée là-bas. Même si ma tante comprenait pas, la cousine de maman comprenait pas, elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est ta grand-mère qui t'empêche de venir et tout ça. Bon, j'ai pas dit pourquoi, mais en tout cas, je suis plus retournée, quoi. Donc en vrai, j'ai pu voir du coup, mais j'ai fait des choses, j'étais pas impuissante. Enfin, même dans Oui, l'impuissance, même dans la fragilité, j'ai quand même mis en place des choses pour me protéger. Et ça, du coup, on reprend le contact, enfin le contrôle de sa vie et on voit les choses autrement, quoi. C'est vraiment un changement de regard qui, moi, a été super précieux et ça m'a permis de sortir, en fait, enfin, c'est une des choses qui m'a permis de sortir du choc post-traumatique parce que je revivais, en fait, il y en a qui ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Moi, je revivais tous les soirs, en fait, sur les 3 événements, je revivais le pire des événements tous les soirs. Donc, j'avais vraiment une boucle d'1 heure, parfois plus, avant de me coucher, où je revivais l'agression. Donc, c'était quelque chose qui prenait toute la place. Le fait d'en parler la première fois à ma prière, bah, ça a fait que ça prenait toute la place encore plus. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps. Donc c'était très voilà, c'est-à-dire que j'étais au cœur, j'étais en train de travailler, j'étais envahi par ces souvenirs et ça c'était assez difficile. Et donc une des choses pour le coup pour lequel la psychiatre m'avait aidé, c'est de dire bah, oui spontanément vous fermez les yeux, vous voulez chercher à faire fuir les choses, bah, je vais vous inviter à faire l'inverse, de prendre le temps d'écrire, de mettre en face de vous les choses. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que maman à ce moment-là m'a offert un album de photos avec un peu toutes les photos depuis l'enfance et que ça m'a permis de reconstituer aussi le film parce que à l'adolescence j'avais écrit les souvenirs et tout ça, puis avant de rentrer au monastère j'avais tout brûlé. Et là je m'étais dit merde, du coup je sais plus exactement quand c'est et tout oui, ça, et donc j'ai pu reconstituer le film à partir des photos de maman. Et quand elle avait pas mis les dates, je lui ai demandé parce qu'elle a une super mémoire, et du coup ça m'a permis de refaire le film. Et le fait que ce soit écrit, ça, pour moi c'est vraiment une étape importante, c'est que le fait que ce soit écrit, c'est mis en face, et du coup, bah, il y a plus enfin, les flashs sont plus venus, quoi. C'est-à-dire que j'avais consigné ça, ça pouvait être à l'extérieur de moi. La mémoire, elle est là aussi pour nous,
la mémoire traumatique, elle est là pour nous protéger. Donc, soit on a l'oubli qui fait qu'on s'en souvient plus parce qu'on n'est pas capable de gérer, soit on a l'hypermnésie, donc comme moi, avec le choc post-traumatique, où tu as les flashs qui reviennent tout le temps et tout ça. Et ça, c'est pour dire, mais c'est important, fais gaffe, faut pas que ça recommence. Donc, et le fait que ce soit écrit, et ben ça, du coup, ça le met à l'extérieur de soi. Et moi, ça m'a permis de sortir de ces temps tous les soirs de mémoire traumatique qui était franchement plutôt l'enfer. Donc ça, Ouais, c'était bien top, sûr. quoi. Et Voilà. je pense, tu peux me dire si je me trompe, mais justement, le fait d'écrire, le fait de te replonger face à ces Mm, douleurs, mm. de façon, ça a duré combien de temps à peu près, si tu peux avoir une idée en semaines, peut-être en mois ou en années, le fait où tous les soirs tu revoyais les scènes, ou et jusqu'au jour où tu écris tout et que ça te libère du coup. Bah, c'est 15 ans, c'est une quinzaine d'années en fait, Ah hein, parce oui, que enfin, les agressions, c'était 8, 10 et 14 ans. Et voilà, la pire des agressions, c'était à 10 ans. Et en fait, bah, je pense que j'ai parlé à 24, 25 ans. Tu vois, donc il a fallu vraiment 15 ans pour. Enfin, j'ai vécu 15 ans de flash, quoi. oui, Et aujourd'hui, j'en ai plus. Enfin, voilà, en fait, les seules fois où ça peut revenir, enfin, ça, c'est pour dire que des fois, ça peut revenir pour une raison ou une autre. Une fois, j'allais à Argenteuil voir mon frère. Et en fait, il se trouve que c'est sur la même ligne de train de là où j'ai été agressée la deuxième fois. Et du coup, j'ai vu Maison Lafitte sur le panneau. Et là, en fait, enfin, le train était en train de partir et j'ai frozen, quoi. Alors, je suis plutôt active, mais là, j'étais sur le quai de la gare à pas être capable de rentrer dans le train. Et là, je me suis pris par la main en disant, OK, j'entends, on va pas s'arrêter à cette gare-là. On va rentrer dans le train et puis donc, quand je suis rentrée dans le train, je me suis assise, j'ai respiré profondément et je me suis accompagnée. J'ai dit, écoute, oui, on va même pas s'arrêter à cette gare-là parce qu'Argenteuil, c'est avant. Donc, t'inquiète pas, tout va bien. Enfin, je me suis parlé, je me suis accompagnée pour revenir à moi par la respiration. Mais c'est vrai que c'est impressionnant d'être comme ça, là, avec tout qui te revient d'un coup parce que tu vois écrit le lieu où tu as été agressé, quoi. Enfin, c'est pas prévisible. C'est vrai que des choses, une odeur, quelque chose qui peut te ramener à ça. Et du coup, bon, ça veut pas dire que, voilà, que ça va plus jamais arriver d'avoir des flashs qui reviennent. Mais c'est très différent d'avoir comme ça, c'était peut-être 3 ans, de manière surprenante. Enfin, oui, il y a même plus que ça, il y a 4, 5 ans. Et c'est très différent d'avoir ça une fois que d'avoir ça tout le temps, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé à ma prière, le fait que ça revienne tout le temps, encore pire que d'habitude, puisqu'avant c'était que tous les soirs, bon, bah, c'est pas facile à vivre, en fait, hein. Mais en fait, faut savoir aussi que la mémoire, elle est là quand on est aussi elle va ressortir aussi quand on est dans un cas de sécurité. Là, quelque part, mon inconscient, il me disait, bon, bah, ta mère prieure qui sent les choses, qui t'accompagne bien, qui te croit surtout. Ça, c'est vraiment être oui, cru. C'est dire, c'est souvent, quand on parle de compensation financière, de choses comme ça, de réparation, c'est pas des mots qui parlent aux victimes, mais par contre, la reconnaissance de ce qui s'est passé, c'est ça qui est fondamental. Et donc là, d'avoir quelqu'un qui te croit, qui va pas répéter ce qui s'est passé aux autres aussi. Enfin, tu es vraiment dans la confiance. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que ta mémoire va pouvoir revenir parce que tu es dans un lien de confiance et de sécurité, quoi. Donc, voilà, l'inconscient, c'est ce qu'il fait, même si pour nous, sur le coup, quand on est sur le chemin, des fois, on se dit, oh, quand est-ce que peut-être que j'aurais pas dû parler parce que ça revient encore pire et tout ça, mais voilà, au fur et à mesure, quand on est bien accompagné, ça permet d'avancer, quoi. Et puis, je pense que ça fait partie, à mon avis, de ce que j'ai pu vivre par ailleurs pour d'autres choses. Hein. J'ai pas vécu ce que tu racontes, mais on a tous des épreuves dans la vie, plus ou moins douloureuses, hein, bien évidemment. Je compare absolument pas. Mais je pense que le processus de deuil ou le processus pour s'en libérer Mm, passe aussi par cette confrontation et mm, de regarder face au miroir, ben ouais, mm, putain, là, j'ai vécu ça, c'était épouvantable et ça fait partie de. Il y a une part, je pense aussi d'acceptation, mais pour mm, aussi accepter les choses et ne plus culpabiliser, te libérer aussi de tout ça, puis de la tristesse, de la colère, de la souffrance, de toutes ces émotions qui doivent, qu'on pu t'animer pendant des années. C'était nécessaire que tu te plonges, voilà, je trouvais mm, pas le mot, mm, et que tu t'immerges dans cette douleur mm, intense mm, pour pouvoir, comme un geyser, ben, t'en extirper comme les gouttes d'eau qui filent au-delà du geyser. Tu vois, j'ai cette mm, image, je sais pas mm, pourquoi, mais mm, c'était ça. Mais avant, tu bouillonnes, le geyser, il bouillonne, toi, t'es prise là-dedans. Et il y mm. a un moment,
tu t'en échappes et tu te libères, et ça, c'est toute la puissance. Mais c'est vrai que arriver à ça, ben oui, ça a dû être, j'ose même pas imaginer tout ce que tu as pu traverser, déjà parce que tu as vécu les traumatismes vécus dans ta chair et dans ton corps et dans ta tête, etc. Puis après, pour t'en libérer, quoi. Bah, c'est vrai que je pense que de fait, hein, tu mets le point sur ce mot de reconnaissance qui est très important. Enfin, et en fait, il y a aussi reconnaissance par soi finalement, parce que le fait de dire à l'autre, parce que moi je suis restée des années en le gardant pour moi finalement, ça objective les choses. Et quand j'ai fait des démarches en justice en fait par rapport à ce cousin qui m'a agressé. Et j'avais demandé conseil à Véronique Margron, qui était ma prof de théologie morale, qui est une sœur qui accompagne des personnes depuis des années, notamment sur la question des abus. Et elle m'avait dit, bah, c'est long, donc faut pas t'attendre à ce que ça va se faire en 2 jours, donc c'est lourd, quoi. La procédure judiciaire est lourde. À chaque fois, elle va te faire replonger dans le récit et donc replonger dans ce que tu as vécu, donc c'est pas facile. Parce que c'est vrai que dire, c'est bien, enfin, je suis d'accord avec ça, mais en fait, redire et redire son trauma, c'est aussi se retraumatiser. Donc il y a une mesure à avoir, de le faire dans le bon cadre, pas n'importe comment, pas n'importe. Enfin voilà. Et moi j'avais une fois elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu, et après elle m'a dit moi je veux plus en parler. Et en fait c'est passé par la musique. Elle m'a dit bah moi c'est plus par la musique. Si on m'écrit un texte, donc j'avais écrit des textes pour elle, et puis elle avait mis la musique dessus, et puis après elle m'a dit bah t'as parlé de ça mais t'as pas parlé de ça et de ça, donc j'avais écrit un deuxième texte, puis elle avait écrit la musique dessus. Voilà. Parce que des fois, ça passe par d'autres biais. Des fois, ça peut passer par la danse. Enfin, qu'il y ait besoin d'une parole à un moment, oui, mais faut faire aussi attention à ça. Parce que on peut être comme dans une boucle à répéter le récit. Alors que quand il y a une reconnaissance, ça veut dire une personne qui est capable d'accueillir vraiment qui se dit, quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent écouter et en fait, être trop blessé par ce que l'autre dit, donc se protéger, ne pas être capable finalement de prendre les choses. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de le faire avec quelqu'un avec qui on a confiance ou un professionnel, mais pas faire ça n'importe comment. Mais cette étape de dire à l'autre, et donc Véronique Margon m'avait dit, bah oui, ça va être long, mais par contre, quelque part, cette démarche en justice, même si le résultat n'est pas forcément satisfaisant, enfin, tu vois, moi le gars a eu 5 000 euros d'amende. Voilà, par rapport au trauma, c'est que dalle, si tu veux, hein. On n'est pas du tout dans les sommes des États-Unis, quoi. Mais par contre, voilà, il a eu le fait d'être fiché délinquant sexuel, et ça veut dire qu'il doit pointer tous les 6 mois à la gendarmerie. Bon, bah, ça, quelque part, pour moi, c'est comme lui dire, bon, bah, fais gaffe si t'es tenté de le faire pour d'autres. Voilà, et pour lui qui est un notable, voilà, qui a très bien gagné sa vie, qui a fait des grandes études et tout ça, je pense que c'est comme une pierre noire d'avoir ce truc-là qui reste. Et pour moi, voilà, c'est important aussi qu'il ait ce reminder. Oui, t'as déconné, mais voilà, si par hasard ça te reprend, et puis il a 6 mois avec sursis, si par hasard quelqu'un d'autre porte plainte, mais voilà, c'est pas le résultat qui compte, mais c'est la reconnaissance par la justice, en fait. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu et c'est grave. Même si, voilà, en fait, il y a le principe de non-rétroactivité de la loi qui fait que tu es jugé selon la loi de l'époque. Il y a une loi qui est passée en 94 pour tout ce qui est abus sexuel. Moi, les agressions, c'était avant ça. Donc, du coup, j'étais jugée pour, à l'époque, on appelait ça attentat à la pudeur. Enfin, tu vois, il y avait, les nominations n'étaient pas les mêmes et tout ça. Donc, il y a aussi des choses comme ça. Mais en fait, ça fait quand même dire, enfin, moi, même si ça rapporte rien, si tu veux, le jour du jugement, la juge a été, mais tu vois, par rapport à ce que racontait. Et donc là, vous avez une amnésie, vous vous souveniez plus de ce qui s'est passé par rapport, parce qu'au début, celui qui m'a agressé niait tout, en fait, quand il a été convoqué à la gendarmerie. Mais elle a dit oui, il lui manque quelque chose dans son couvent, la fabule, tu vois, donc et de se prendre des trucs comme ça, c'est super violent. C'est quand j'ai eu la déposition, j'étais là. Alors là, pour le coup, il y avait de la colère, quand même. Je crois qu'il n'y en avait pas forcément avant, tu vois, paradoxalement, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit non, mais alors là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et le fait que la justice reconnaisse et dise au gars, bah non, en fait, t'as pas le droit de dire ça. Et que même au moment du jugement, en fait, le mis en cause est le dernier à parler. Et donc, la juge demande est-ce que vous voulez dire quelque chose? Et donc, il dit oui. Et là, en fait, ceux qui étaient avec moi disaient, bon, on s'attendait à ce qu'il te demande pardon, quoi. Et non, ce qu'il a dit, c'est ah oui, bah c'est bien parce que ça va me permettre de tourner la page, quoi. C'est que le jugement soit prononcé. Et là, alors là, la juge, elle a allumé.
Ouais. Elle a allumé, elle a allumé son avocate aussi, la pauvre, qui n'était pour rien en disant, bon, maître, je vous demande de mieux préparer vos clients, en fait, hein. Ce temps-là, c'est pas fait pour ça. Il y a un moment, c'est bon, hein, on a entendu ce que vous avez à dire. Celle qui a besoin de passer à autre chose, c'est d'abord votre victime, et donc on va arrêter les frais là. Vous vous taisez maintenant et je veux plus vous entendre, quoi. Donc c'est vrai, si tu veux, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même, enfin, c'est dans une salle de justice, enfin, Bien c'est dans un sûr. tribunal et les choses sont dites et dire, bah, c'est pas, voilà, vous avez fait ça, vous avez été manipulateur. Il y a aussi un- une expertise psychiatrique, tu vois, qui a été faite Mm. parce qu'il a dit que comme il a dit que j'avais raconté des histoires, bah, j'ai eu 2 expertises et moi, bah, chaque fois, c'était la même chose. Donc, les gars ont dit, bah oui, c'est un fait, ça s'est passé, machin. Et lui, ça tient en une demi-page où, en gros, manipulateur, aucune empathie, machin. Donc, où tu vois objectivement le portrait du pervers narcissique et donc tu Mm. dis bon ok. Et donc ça met en face, ça permet d'objectiver les choses et de d'aider à vivre cette reconnaissance de manière plus forte encore parce que c'est voilà il y a une procédure qui est très lourde, tu dois Mm. parler à des Mm. gendarmes, à des psychiatres et tout mais ça permet que ce soit reconnu quoi. Ouais. Le fait qu'il y ait eu tout ça, toute cette libération pour toi, qu'est-ce que ça change dans ta vie par rapport à l'avant, tout ce travail que tu as fait, toute cette fait d'en parler, le fait, enfin, tout ce que tu viens de nous raconter, est-ce qu'il y a une Cécile d'avant tout ça et une Cécile maintenant ou pas? Bah, il y a vraiment cette histoire du secret, tu vois, c'est-à-dire que là aujourd'hui, je suis capable d'en parler sur ton podcast. Avant, c'était quelque part mon histoire, donc il fallait que personne ne sache. Et ça, c'est énorme parce que même dans mon travail de coach, en fait, c'est quelque chose que j'ai aucun problème dont j'ai aucun problème à parler. Et pour moi, c'est important de le faire parce que du coup, j'ai un peu aussi étudié et que, en fait, 80% des agressions ont lieu dans le cadre familial. Et c'est tabou et on n'en parle pas. Et donc moi, tu vois, bon, la première fois, j'ai parlé avec des gens qui étaient proches de mon agresseur. Mais comme c'était des beaux-frères et des belles-sœurs, mais c'était des cousins et cousines de maman, je me disais, voilà, il y en a un qui est psychiatre à Sainte-Anne, l'autre qui est psychologue auprès de la justice pour enfants. Je me disais, par leur métier, c'est des gens qui sont sensibles à ces questions-là, et c'est des cousins et cousines de maman, mais en fait, ils ont protégé, enfin là, ils m'ont endormi, ils m'ont dit ah oui, c'est grave, ils ont été pleins de compassion, mais c'était juste pour dire non, mais ça sert à rien de porter plainte. Enfin voilà, tu vois, c'était juste pour m'endormir en fait. Mm. Et Mm. du coup, je me suis dit bon, je vais arrêter de parler à des gens qui sont proches de l'agresseur, je vais parler à des gens qui m'aiment moi, et donc j'ai décidé d'en parler à mes parents, d'en parler à mes frères, et d'en parler à mes amis en fait, et de dire à mes amis, faites attention à vos enfants, ça arrive très vite, enfin faire de la prévention si tu veux par rapport à ça. Ouais. Et aussi par rapport, là, tu vois, j'ai animé une session écoute pour le diocèse, et donc on a des gens qui sont aumôniers d'hôpitaux, enfin qui peuvent avoir catéchèse et tout ça, et à qui on confie des fois des choses, et y Eh compris oui. ça, et sans qu'ils soient forcément préparés, donc ça peut être, enfin, voilà. Et je leur ai dit, bah, le fait qu'ils vous le confient, c'est déjà énorme, parce que ça veut dire qu'ils ont ce lien de confiance. Mais voilà, leur donner un petit peu des clés par rapport à ça, mais de dire, voilà, et moi, je le fais même dans ce cadre-là, de dire, bah voilà, moi j'ai vécu ça, Mm. et c'est dans le cadre de l'accompagnement spirituel que les choses sont sorties, parce que ma prieure m'a posé cette question. C'est comme s'il y avait un cri en toi qui sortait pas. Donc, il peut sortir des choses, y compris dans l'accompagnement spirituel, qui sont centrales là-dessus. Elle a fait la bonne chose, c'est-à-dire de dire, bah, moi je te soutiens, voilà, je suis vraiment, c'est vraiment en tradition monastique, on parle d'ama, c'est vraiment de mère spirituelle qui prend soin. Mais voilà, je vais te renvoyer à des professionnels. Donc elle m'a envoyé voilà une psychiatre, elle a cherché quelqu'un qui lui a été référé. Après j'ai dit bah je me pose la question de la justice, elle m'a fait rencontrer un juge à la retraite qui m'a conseillé aussi. Enfin à chaque fois elle a été là pour me référer d'autres Ouais. personnes. Mais le fait de dire ça, eh ben en fait ça libère la parole. Donc je fais Mm. exprès aussi d'en parler pour libérer la parole. Et même dans mon accompagnement, du coup, bah, les gens aussi vont venir me voir à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils savent que bah, j'en parle et que du coup, enfin, voilà, récemment, j'ai accompagné quelqu'un. En fait, c'était des abus sexuels vécus dans l'enfance qui étaient derrière une colère qui se manifestait dans sa vie quotidienne, quoi. Et elle comprenait pas sa colère. Elle disait, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, Mm. voilà, c'était des abus vécus dans l'enfance qui étaient la source de cette colère. Donc, j'ai pu l'aider sur ce chemin de déculpabilisation. Enfin, voilà. Elle me dit, mais est-ce qu'il faut que je voie un psychiatre? Je lui dis, bah, peut-être, tu verras. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. C'est toi qui vas sentir si les choses reviennent. Tu vois, là, tu as eu un symptôme qui est venu. Bon, bah, on a travaillé sur ça. Mais voilà, il y a encore des choses qui ressortent encore. Mais ce qui est vraiment le changement majeur, c'est de pouvoir en parler Ouais. et d'en parler librement, sans tabou. Alors qu'avant, quelque part,
c'était la honte. Hein. Enfin, c'est souvent ça. C'est-à-dire quand on est c'est agressé, ça. on se sent coupable, on se sent honteux. Et maintenant, c'est plus moi qui ai la honte, quoi. Je l'ai redonné, je l'ai redonné à Exact. mon Tu as agresseur. redonné son cadeau, entre guillemets. Voilà. Et, Ouais. et, et du coup, ça libère la parole. Et ça, je suis très fière de ça aussi, de faire de quelque chose qui était négatif, d'en faire une ouverture pour d'autres à pouvoir libérer leur parole et sortir de leur trauma aussi, quoi. C'est sûr que tu as eu cette chance d'avoir cette mère supérieure, enfin, je sais pas comment, je sais plus le terme exact, non, de la rencontrer et qu'elle comprenne tout de suite, qu'elle ait Mm, cet œil, quoi, mm, de mm. comprendre ta situation sans que tu dises rien. C'est Ouais, un cadeau du ciel, ouais, franchement. ouais, ouais, Et le ouais. fait qu'à ton tour, tu fasses la même chose avec d'autres personnes, Mm, mm, je trouve que c'est belle façon de transformer, de continuer à te mm. transformer et d'avancer parce que plus tu partages et plus ça te fait toi-même encore avancer sur et digérer tout ce que tu as vécu. Du coup, si on veut travailler avec toi ou comment, on va venir un peu plus à ta pratique actuelle, comment est-ce Mm. que tu peux nous en parler pour que si des fois il y a des personnes intéressées qui écoutent cet épisode, qui puissent savoir si tu es, toi, la personne de confiance qu'ils attendent et qui va les aider à se tirer d'affaire. En fait, c'est vrai que j'utilise pas mal la démarche reçue à l'IFIM. Donc, je suis aussi formée en PNL, donc programmation neurolinguistique, mais je vais beaucoup plus utiliser ce que j'ai reçu à l'IFIM, où en fait, on nous donnait 3 éléments. D'une part, le corps, l'attention au corps. En fait, quand on vit des émotions fortes, et un trauma, c'est une émotion plus, eh ben, il y a l'importance de passer par le corps pour libérer les tensions. Quand j'étais à Montréal, il y avait beaucoup d'Africaines et moi, enfin, il y a des danses africaines notamment qui aident vraiment à libérer les tensions parce que nous, en bougeant pas là, comme en étant raide comme la justice dans notre culture française, ça aide pas. Et donc ça c'est vraiment un point important. Marie-Marcel nous disait toujours attention aux béquilles, hein, parce que des fois des mécanismes de défense c'est des béquilles, ça nous aide à tenir quand on a vécu des traumas. Enfin, la retirez pas trop vite parce que vous avez besoin la personne que vous accompagnez peut en avoir besoin. Donc, enfin, faut pas faire n'importe quoi. On s'improvise pas. Si vous le sentez pas, enfin, je pense faut pas aller dans une relation de soins si on ne le sent pas. Enfin, voilà, moi, je me souviens d'une jeune avec qui ça se passait pas bien avec sa thérapeute. Je lui dis, tu changes, en fait. Et Oui. jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un avec qui ça passe. Donc, il y a vraiment cette question de confiance. Il y a l'aspect donc du corps et ensuite il y a l'aspect de faire comme un zoom arrière parce que le trauma il prend toute la place. C'est comme s'il n'y a plus que ça. Et donc de faire un zoom arrière pour élargir le champ et voir mais dans ta vie qu'est-ce que tu as vécu de bien, quelles sont tes forces, qu'est-ce que tu as reçu, quels sont tes dons. Et ce zoom arrière, ça permet d'élargir la perspective, de ne pas rester que sur le trauma. Et seulement après, on va aller sur le trauma quand on a justement un peu d'outils physiques pour libérer les tensions, quand on a pu voir les autres forces qu'il y avait dans la vie. Et la troisième partie, c'est d'aller faire ce récit du trauma, mais en mettant la lumière sur qu'est-ce que tu as fait. Ce qui change complètement la perspective. Moi, c'est vraiment, ça a été ça qui a Oui. été clé pour moi. C'est-à-dire que souvent, c'est raconte-moi ce qui t'est arrivé. Donc là, tu es passif, en fait. Qu'est-ce que tu as subi, tu vois. Donc tu racontes tout ce qu'on t'a fait et c'est horrible. Alors que si tu mets le fil rouge, peut-être que tu n'auras pas tout le récit de te dire mais qu'est-ce que tu as fait, mais tu vas pouvoir mettre la lumière là-dessus pour pouvoir voir qu'en fait tu as été acteur, même si c'est intérieur. Je me souviens d'une jeune qui racontait qu'elle avait été violée dans un Greyhound au Québec, donc c'est des trajets immenses dans des bus, tout au fond il y avait personne et tout, et elle était ado, elle était coincée, elle était près de la vitre. Et en fait, voilà, Marie-Marcel avait travaillé sur, mais qu'est-ce que tu as voulu, même si tu n'as pas réussi à Oui. t'échapper, qu'est-ce que tu as voulu, qu'est-ce que tu voulais, toi? C'est-à-dire remettre vraiment la personne sur ce qu'elle voulait profondément. Et c'est ça qui fait le clac, le basculement vers autre chose. Donc ça, c'est des éléments importants. C'est vrai que j'y vais beaucoup avec l'intuition, en écoutant aussi, voilà, vraiment ce que sentent les gens, parce que j'ai des chrétiens qui me demandent, puisque je suis chrétienne, et des fois on part chez les chrétiens dans de la spiritualisation et tout ça, donc je ramène aussi à voir que c'est aussi un mécanisme de défense, donc faut pas l'enlever comme ça, mais de voir que voilà, c'est pas Jésus qui l'a voulu. Enfin, tu vois, il y a des phrases comme ça Oui. qui sont tout à fait destructrices. Donc voilà, moi je ramène souvent, tu sais, au poème des pas sur le sable où il était il te portait à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que peut-être que
voilà, on le sent pas toujours, mais il y a des choses comme ça où on peut le voir. Donc, c'est vraiment une démarche pragmatique en écoutant l'aujourd'hui, parce qu'on s'enracine dans l'aujourd'hui, en quoi ça te gêne aujourd'hui, et en étant sensible à ce qui se passe, à l'entourage, et puis qu'est-ce que tu peux mettre en place, toi, petit à petit, par des petits pas pour avancer, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Mais c'est vrai, quand tu parles du corps, c'est aussi, tu le disais, ne serait-ce que quand tu avais je repense au début d'entretien où tu parles du souffle à couper qui te ramène justement au trauma. Et c'est ça, c'est souvent, enfin, moi je travaille toujours avec corps, les pensées, les croyances, les émotions et la spiritualité, l'esprit, parce que tout ça est imbriqué et tout ça et le corps, c'est le plus beau des messagers. Il est toujours en train de te parler, de te dire des choses. Et le fait qu'effectivement, ta première partie d'accompagnement, ben, c'est observer le corps et te remettre dans ton incarnation, c'est super important. Et voilà. Est-ce que tu as un site internet ou est-ce que tu as quelque chose? Je sais que tu as un podcast, bien sûr, mais comment Voilà. c'est le meilleur moyen? On mettra dans la description de l'épisode comment te joindre, comment s'y prendre si on veut travailler avec toi. Ça va travailler, j'aime pas ce mot-là. Si on veut que tu sois l'aidante, que tu sois l'accompagnatrice sur un autre chemin. Donc, alors, par WhatsApp, mon téléphone, c'est 07 86 45 16 25. C'est le moyen sûrement le plus rapide. Les mails, je suis assez débordée, mais voilà, je les regarde aussi. Mais cécile@coachplusdevie.com. Et sinon, voilà, mon site, c'est Coach Plus de Vie. Mon podcast, c'est Plus de Vie. Donc, c'est beaucoup, voilà, c'est justement être pleinement vivante. Enfin, moi, j'ai repris, voilà, par Ève, c'est un peu le prototype de la femme. Et son nom en hébreu, ça veut dire la vivante. Donc, pour moi, on est appelé à être pleinement vivante et parfois, en tant que femme, c'est d'abord les autres. Et moi, je dis souvent, on n'enlève rien aux autres en étant pleinement soi-même, au contraire. Exactement. Donc c'est vraiment le but, c'est d'aider la personne à être la plus vivante possible, quoi. Ouais. Écoute, Cécile, moi, je suis vraiment ravie d'avoir fait cet entretien. Je te remercie infiniment parce que tu t'es livrée dans des choses très intimes. Euh, J'espère en tout cas que mes chères auditrices, vous êtes sensibles au partage que vient de nous faire Cécile. Cécile, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un mot de la fin pour... Alors je dis chère auditrice parce que c'est vrai que mon podcast, moi je suis quand même féministe dans l'âme et voilà, j'ai tellement vu, même si moi c'est pas trop mon cas de faire passer les autres avant moi, je suis pas trop comme ça, mais tellement vu de femmes comme tu le dis qui font d'abord passer. Bon, il y a des hommes aussi, hein, mais c'est quand même une caractéristique assez féminine. Donc, c'est pour ça que ce podcast, je préfère, même si je sais qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui l'écoutent, mais je m'adresse quand même de préférence aux femmes. Donc, quel message ou quelque chose que tu as envie de rajouter? Quel est ton mot de la fin? Par rapport au trauma, donc c'était un peu le sujet quand même d'aujourd'hui, Bien sûr. oser en fait, y faire face en étant accompagné, hein, pas seul, mais parce qu'en fait, c'est libérateur d'oser y faire face. Et je sais que, par exemple, dans les cas de violence conjugale, moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui sortaient de violence conjugale au moment du Covid, là. Et ben, à chaque fois, c'est les enfants qui sont l'excuse, par exemple, parce que bah, c'est quand même leur père, c'est bien qu'ils le connaissent, et puis qu'est-ce que je vais faire sans enfant et tout ça. Et en fait, bah, oser, voilà, faire face à ce qui se passe, faire face à la réalité y compris qui est violence, bah, ça va être un chemin voilà, c'est aller faire le premier pas, j'allais dire. Fais le premier pas et en fait, bon, il y aura d'autres pas derrière. Tu vas le faire un pas à la fois. Moi, je suis randonneuse, j'ai été sur le chemin de Compostelle et quand je disais la première fois que j'avais fait 1000 kilomètres pour aller jusqu'à Compostelle il y a 5-6 ans, on était très impressionnés. Je dis, mais j'ai pas fait 1000 kilomètres d'un coup, j'ai fait un pas à la fois. Et là, c'est pareil. Un pas à la fois, en se faisant accompagner, c'est possible de sortir vraiment de ces traumas, quoi. Ok, merci infiniment. Merci du fond du cœur, Cécile. Merci, Elisabeth. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.